Ces voix qu'il faut entendre. C'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférents. Aujourd'hui, j'ai appelé Sophie Peeters. Elle est psychanalyste, sa voix animait les nuits de la radio Europe 1 pendant 10 ans. Elle écoutait les auditeurs qui se confiaient à elle dans sa libre antenne. L'écoute, elle en a fait sa mission de vie. Dans cet épisode, nous parlons de la question du sens dans le travail que se posent tant de Français depuis la pandémie. Nous revenons sur le sujet difficile du mal-être de la jeunesse qui gagne dangereusement du terrain. Avec Sophie Peeters, je cherche aussi à comprendre sa définition du plaisir d'être soi qu'elle nous invite à éprouver. À la fin de l'émission, elle répond à ma question bonus et me parle d'une de ces voix qu'elle nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Sophie Peeters, bonjour. Bonjour. J'ai voulu vous appeler pour parler avec vous de comment vont les Français à une période où la quête de sens fait souvent l'actualité. J'en veux pour preuve la grande vague de démissions qui touche les entreprises, les études qui alertent sur la dégradation de la santé mentale des jeunes depuis le Covid. Je souhaite aussi parler du bonheur, ou en tout cas de ce que vous appelez le plaisir d'être soi. C'est le titre de votre livre paru aux éditions J'ai lu. Mais d'abord, pour vous présenter, vous avez inventé un mot que j'aime bien. Vous vous définissez comme une écoutologue. Pourquoi ? Merci Simon. Merci pour cette question. En fait, j'ai inventé ce nom parce que je me suis rendu compte que mon métier de psychanalyste, humaniste, de thérapeute, que la thérapie c'était l'écoute et que l'écoute soignait. Et que ce qui nous soigne en tant qu'humain, c'est quand on se sent écouté au plus profond de soi, quand il y a cette oreille attentive, ce miroir, cette présence, parce que l'écoute, c'est aussi une présence, c'est aussi un silence. C'est pas forcément quelqu'un qui parle, mais qui est là. Et j'ai aimé ce mot parce que je me suis dit, mais finalement, si je devais définir mon métier autrement que le mot psyché ou thérapie, soins, santé, action. L'action, c'est une action d'écoute et c'est une présence. Et voilà comment m'est venu ce mot-là. Sophie Peeters, vous connaissez particulièrement bien le monde de l'entreprise et la psychologie du travail, car vous avez été journaliste dans la presse économique dans une première vie professionnelle, et vous intervenez aussi régulièrement en tant que psy sur le sujet de la qualité de vie au travail. Le début d'année 2022 est marqué par une grande vague de démissions. Près de 500 000 salariés avaient quitté leur CDI au premier trimestre. C'est 20% de plus qu'avant le Covid. Il semble que la pandémie joue un rôle dans l'évolution de notre rapport au travail. Ça remet le sujet du sens au milieu du village, si on peut dire. Oui, absolument, vous avez raison. C'est que le confinement et la période de pandémie ont été un tel choc, j'ai envie de dire un tel traumatisme pour les populations, surtout les populations développées qui avaient l'habitude tous, d'une certaine manière, il y avait une forme d'étourdissement en fait dans le travail, de fuite, de vie sans fin, de métro, boulot, dodo. Et tout d'un coup, cet arrêt brutal, même si bien sûr on voit que les taux de productivité ont augmenté pendant les périodes de confinement, parce que les gens du coup surtravaillaient, parce qu'ils étaient chez eux sans ces transports, certains avaient peur pour leur emploi, donc voilà, étaient très investis dans le travail. Mais tout d'un coup, tout ça devenait absurde en fait. On travaillait non-stop depuis chez soi, avec parfois les enfants au milieu, dans des endroits petits, les entreprises tout d'un coup devaient s'adapter et tout ça pour quoi? Pour ça, et on pouvait être à la merci d'un microbe et du coup qu'est-ce que c'était que de vivre? Est-ce qu'on n'était pas plutôt en train de survivre que de vivre?
C'est toutes ces questions tout d'un coup qui sont venues s'imposer à nous, à soi, à chaque individu. Et certains métiers, certains investissements sont apparus finalement sans sens pour beaucoup. Et c'est ce qui explique en fait cette vague de démission. Aussi l'approche de la mort. Et on le sait, les philosophes le savent bien, qui ont beaucoup écrit dessus, c'est que c'est Montaigne le premier qui a appris à mourir, a appris à vivre. Donc là, on a appris à mourir en fait avec la pandémie. On a appris ce que c'était avec la mort, on a vu nos proches mourir, on n'a pas pu les accompagner. C'était vraiment un choc immense, quelque chose d'assez épouvantable. Et devant cette mort si présente qu'on avait depuis quand même pas mal d'années, des décennies, mis sur le côté, qu'on était dans le déni de la mort de plus en plus, elle revenait en force et elle rend la vie plus précieuse d'un seul coup. C'est-à-dire que tout le monde est invité à se dire mais quelle vie j'ai envie de vivre. Et c'est ainsi que les hommes vivent. Je pense que c'est cette question-là qui a émergé de cette période. Et quand on parle du travail, pourquoi la question du sens est si importante pour les individus, pour soi-même? Parce que nous sommes des êtres d'action, d'abord, des êtres de lien et des êtres d'action. On va dire que c'est les deux éléments qui nous font vivre, en fait, qui nous rendent la vie précieuse. Et donc, si je mets mon action et mes liens dans quelque chose où j'ai l'impression de ne pas avoir d'utilité ou de ne pas avoir la finalité, ou que les liens que j'y entretiens ne sont pas des liens nourriciers et nourrissants pour moi, alors je perds le sens. Je ne sais plus pourquoi je me lève le matin et quelle est mon action. Vous vous rendez compte qu'on passe au minimum 8 heures, mais 10 heures, 12 heures parfois dans notre vie au travail. On sait à quel point, d'ailleurs, c'est intéressant pendant la pandémie, les professionnels de santé qu'on applaudissait, comme tout d'un coup, leur métier était au centre et ça avait tellement de sens. Et on sait aussi que dans ces métiers-là, comme aussi le mien, ce sont des métiers de sens, mais ça l'est pour des pompiers, mais ça peut l'être aussi voilà, pour pas seulement dans le soin, ça peut être tous les gens qui prennent soin au sens large, ça peut être, je sais pas, un cordonnier parce qu'il répare des chaussures et dans la réparation, les métiers manuels, les métiers d'artisans, les potiers, enfin, tous ces métiers où tout d'un coup on voit ce qu'on fait, où on sait ce qu'on fait, où ça a un impact. Ça a beaucoup de sens et c'est notre honneur en fait. Moi j'aime bien parler de chagrin d'honneur quand on a une grande souffrance au travail, c'est notre honneur qui est atteint parce que c'est notre action, c'est notre valeur, c'est notre courage qu'on met dans notre travail. Donc, quand celui-là, il est atteint, il est abîmé, il est dévalorisé ou qu'on ne sait plus pourquoi on le fait, parce qu'on ne nous l'a pas expliqué, parce que le management ne nous tient pas au courant, parce qu'on travaille à la tâche, parce qu'on s'imagine que c'est comme ça qu'on doit faire les choses, parce que notre enjeu est simplement de faire augmenter de plus 20 ou 30% les chiffres à la fin de l'année, voire, et je vais être un petit peu cynique, d'enrichir des actionnaires. À un moment donné, les êtres humains se réveillent le matin en se disant, mais alors, donc, toute l'action, tout ce que moi j'y mets de mon être, ma bonne volonté, bénévolence, ma bonne volonté au travail, en fait, c'est pour enrichir voilà, des gens et pour est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, le drame, et on en parlera peut-être du côté de la politique aussi, c'est qu'on a perdu le sens parce qu'on a perdu la perspective. Dans quel but je fais ça? Si le but, c'est juste d'enrichir des gens plus riches que moi, de fait, on va tous être d'accord pour dire que si c'est ça, travailler, ça n'a pas de sens. En revanche, si je m'inscris, d'accord, il y a des gens qui s'enrichissent grâce à mon travail, mais ça, c'est le système économique. Mais si j'ai une vraie perspective dans ce système économique de dire aussi, je participe à mon action, un véritable équilibre, au fait que tout ça fonctionne, au fait que je ne sais pas si je suis dans l'informatique, ben là, on se parle avec des outils informatiques. Mon métier, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. À ce moment-là, oui, ça a du sens pour moi. Le sens au travail, c'est quelque chose d'intérieur, d'essentiel, qu'on Oui, doit d'abord ressentir ensuite. presque au fond de soi. Oui, presque avoir au contact dans notre tripes. On va parler du plaisir d'être soi, mais oui, cette joie, ce contentement qu'on a de faire ce qu'on fait et de s'endormir comme sur un bel ouvrage, en fait, le soir quand on se couche. Donc, quand ça n'a pas de sens et qu'on se lève le matin pour aller travailler ou qu'on se couche le soir après une journée de travail et qu'on se demande à quoi a servi cette journée,
c'est beaucoup d'heures, c'est notre vie, c'est chaque jour qui passe et on vieillit. Si tout ça perd de son sens, alors on devient fou, on devient malheureux en fait. Et le sens, il est très intime, il est très personnel, il est très singulier. C'est-à-dire que un travail qui peut avoir du sens pour l'un peut ne pas en avoir pour l'autre. Et c'est évidemment pas à juger, mais c'est tellement important qu'on puisse se le dire. Et moi, j'invite presque les personnes là qui nous écoutent à se dire, ben voilà, quand je me lève le matin, quel sens a ma journée pour moi? Qu'est-ce que je vais y mettre et qu'est-ce que je viens y chercher dans cette journée et qu'est-ce que j'en attends aussi? Et comment je me réalise un peu plus chaque jour. Même si c'est difficile, ça peut être un moment d'un métier où on l'aime moins, hein, comme dans l'histoire d'amour, il y a des jours où on aime moins son travail, on en a marre, on est fatigué, parce qu'on a trop travaillé. Ça, c'est comme les histoires relationnelles, il y a des jours où on s'agace. Mais profondément, qu'est-ce que je suis venue chercher dans ce métier-là, dans ce travail-là? Et ça peut changer le monde parce que les métiers inintelligents, inintelligibles, peuvent aussi du coup être visités. Est-ce qu'il y a un signal ou des signaux intérieurs qui peuvent alerter pour se dire, tiens, là, j'ai perdu le sens de vue, le sens, je le ressens plus comme au début? Oui, c'est l'émotion en fait qui va s'en mêler. C'est qu'on peut avoir des crises de larmes, on peut être facilement émotif, facilement énervé, facilement agacé, sans savoir pourquoi, parce que c'est sûr que quand on est tous les jours dans un travail qui vous permet de vous loger, de vous nourrir, ça peut être difficile là d'entendre ça, de se dire bah oui, vous êtes bien gentil, mais moi, c'est ce qui me permet de vivre ou de faire vivre ma famille. Alors j'ai pas le luxe de me poser cette question-là. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le déni, une protection. En fait, on a le choix quand même de se poser cette question-là, mais ça voudrait dire, oui, quelquefois modifier complètement notre lieu de vie, l'endroit. Hein. Il y a aujourd'hui des décroissants qui partent vivre dans le centre de la France et qui vont y chercher une autre vie. On l'a vu suite à la pandémie. Donc le signal que ça ne va plus, c'est une fatigue, un épuisement psychique en fait. Je suis épuisée alors que je ne fais pas plus de temps, je ne fais pas plus de journées, ma vie est toujours la même. La fatigue, elle est intéressante parce que elle est quand même le signal qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on ne sent pas la fatigue. Demander à des gens qui travaillent justement à la radio la nuit ou le matin tôt, ils ne sont pas fatigués en fait. Donc c'est pas le nombre d'heures travaillées. Alors quelquefois, bien sûr, la pénibilité. Il y a des métiers pénibles, bien entendu, mais c'est pas la majeure partie. Aujourd'hui, on a une société de col blanc, il y a une société de gens de bureau, et au fond, on est complètement épuisé en fait de ce qu'on fait. Parce que en fait, on est dénutri. C'est comme un corps physique, un psychisme. C'est que si on perd le sens de notre travail, de nos journées, de notre vie, du pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on y fait, ben, on est complètement pris. Notre cerveau émotionnel, notre cerveau, même notre cortex, on ne pense plus, on ne ressent plus. Et tout d'un coup, les émotions vont partir dans tous les sens. On va être en colère pour un oui ou pour un non, on va se mettre à pleurer, on va être abattu. Voilà, donc le sommeil, c'est vraiment un indicateur de quelque chose qui ne va plus dans nos vies. Alors, il y a une partie de la population qui va beaucoup moins bien depuis le début de la pandémie, c'est la jeunesse. On le sait, ces 2 dernières années ont eu des répercussions sur la santé mentale d'énormément de jeunes. Il y a même certaines études qui cherchent à évaluer le mal-être des jeunes. En tout cas, les étudiants qui se déclarent en situation de mal-être seraient 70%. Un tiers d'entre eux confient même avoir eu des pensées suicidaires. Que se passe-t-il dans la jeunesse des années 2000, Sophie? Euh, Beaucoup de choses. Alors, on va essayer de trier. La première, je vais partir du plus loin, du plus extérieur au plus près. Le plus extérieur, c'est l'absence clairement de perspective, c'est le monde politique, c'est l'État, c'est la nation qui leur propose plus rien en fait. Donc, il n'y a plus de projet. On le sait, nous, un peu plus âgés, et c'est bien pourquoi les élections sont si difficiles en France, mais c'est partout en Europe. Il n'y a plus de projet finalement politique, donc il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'élan. Voilà. Et la pandémie a à coup sûr en plus freiné ça. Il y a le climat, il y a l'angoisse sur le climat, il y a cette société
beauté, cet univers, cette nature hors de contrôle. Donc un sentiment d'impuissance stérile. C'est où va le monde et je me sens très impuissant. Or, la jeunesse, c'est le moment où on s'engage pour changer les choses, pour changer le monde, pour y trouver une place qui va faire la différence. Et si on a le sentiment qu'il n'y en a aucune, parce que quoi que je fasse, ça ne fera pas de différence parce qu'en gros, on est foutu. Et on parle en ce moment, beaucoup de philosophes et d'intellectuels sont en train de nous parler d'effondrement. Boris Cyrulnik, le premier. On est en train de dire à notre jeunesse, on va vers l'effondrement. Il y en a qui disent, vous savez quoi, je vais partir tout de suite. Moi, je ne vais peut-être pas attendre que tout s'effondre. Et au moins, j'aurai le sentiment d'agir. Ça peut paraître paradoxal, mais s'il est encore une action, et s'en aller peut-être de dire, moi, ma façon de donner ma désapprobation, ou je ne veux pas participer à ça, ou je n'y trouve pas ma place, et donc je m'en vais. Et c'est bien dramatique. On manque d'un discours mobilisateur tourné vers des actions, Oui. j'allais dire, collectives, positives, et qui éloignent de cette anxiété qui peut écraser, du coup, certaines personnes. Oui, parce que c'est insécure. Là, on leur propose un monde insécure à un moment donné où, quand on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, on a besoin d'appui pour plonger dans la vie. Donc, on a besoin de trouver des appuis et on n'a pas d'appui ou très peu d'appui. Alors ça, je disais, ça, c'est le cercle extérieur, c'est l'environnement. Donc déjà, ils ont un environnement global qui propose rien. Et si on leur propose si on sait qu'on leur propose la consommation, des addictions diverses et variées, beaucoup d'alcool. On sait que la jeunesse d'aujourd'hui est extrêmement alcoolisée, donc elle est fragilisée par sa consommation d'alcool. Ils sortent beaucoup, ils s'étourdissent. Il y a beaucoup d'étourdissement en fait, de plaisir. C'est un peu foutu pour foutu. En fait, on y va. Donc, il y a un côté très trash. Les grandes écoles, c'est ça. Les étudiants, c'est ça. Les très jeunes cadres ou employés, ils se retrouvent. Il y a on devient une société japonaise avec des gens qui se retrouvent sous. Donc ça, il y a un vrai sujet de société, mais qui est bien sûr un sujet psy. Et puis plus proche, on va parler, on voit le suicide maintenant chez des enfants de 12 ans, 13 ans qu'on ne voyait pas avant. On voit des taux très 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 vraiment alarmants depuis la pandémie. Et l'hypothèse que je fais, que je propose, c'est que la famille aussi est en crise en fait, et que les parents sont en crise, et que la problématique des enfants qui vont mal, ce sont des adultes qui vont mal, et ce sont des trentenaires, quadrats qui divorcent de plus en plus tôt dans leur couple. Et moi, je vois des jeunes couples qui divorcent avec des bébés de 18 mois, avec des enfants de 2 ans, 3 ans. Donc moi, je fais partie de la première génération où il y a eu beaucoup de divorces, où le divorce c'était quand j'avais 40 ans, donc c'est facile, il y a 20 ans, on disait un couple sur 2 divorce à Paris et c'était 1 sur 3. Je connais pas les chiffres aujourd'hui, je sais pas s'ils ont augmenté, 1 sur 3 en région, 1 sur 2 à Paris. Je ne sais pas si c'est encore pire aujourd'hui, mais ça veut dire que nos enfants, les enfants de ma génération, sont les enfants du divorce. Donc, sont les enfants. Donc, aujourd'hui, ils ont entre 25 et 30 ans, cette génération. Ils commencent à faire des enfants. Ils en ont fait déjà. Et en fait, ils ont une notion de l'engagement. Et les plus jeunes, on le voit encore plus chez les plus jeunes en couple, c'est dans l'histoire d'amour. J'ai une patientèle qui est très jeune. J'ai la chance d'avoir beaucoup de patients très jeunes, entre 20 et 30. Et je vois des problématiques de relations sentimentales extrêmement douloureuses pour eux, vraiment difficiles, des relations qui n'arrivent pas à se construire. Alors on dit presque une phobie d'engagement chez les garçons, mais aussi chez les filles. C'est trouver le bon, l'angoisse de pas trouver le bon. Donc on sent que l'ombre, j'ai envie de dire, l'ombre du divorce plane en fait sur ces générations, l'ombre de la séparation. Et puis dès que ça va plus, qu'on s'entend plus, on n'est plus amoureux, donc on se quitte. Donc les parents n'ont pas pu proposer ce que c'était que c'est quoi l'amour aujourd'hui, c'est quoi faire couple, et qu'on soit d'ailleurs hétéro, homo, enfin, c'est-à-dire qu'on n'a plus de langage, on n'a plus de représentation, on est perdu en amour en fait. Donc on a parlé un peu du travail avant, et puis là on est perdu en amour. Or qu'est-ce qui fait tenir une jeunesse? C'est l'amour. L'adolescence, c'est le moment où on commence à découvrir les relations sentimentales. On leur propose quoi? Du porno derrière des écrans. Donc on a désincarné en fait la relation sentimentale amoureuse. On en a fait une consommation. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont des sex friends, presque tous.
des couples qui ont, voilà, on s'exprime en plus. Moi, j'appelle ça des doudous sexuels, parce que là, il n'y a pas d'engagement, mais ils y trouvent quand même de l'affect. Et en fait, c'est tous ces jeunes très, très malheureux parce qu'il n'y a rien de solide. Et même si on creusait un peu, je pense qu'on trouverait derrière le couple de leurs propres parents. Alors, encore une fois, je monte pas du doigt, je ne juge pas, et c'est de la faute de personne, mais c'est toute une société qui, sur l'amour, la relation, le couple, la famille, j'ai l'impression, on a un peu fait fausse route, où on n'a pas pu, peut-être dans les divorces, divorcer assez sérieusement, assez tranquillement, avec assez de responsabilité, des parents qui se détruisent, ça détruit des enfants. On n'a pas pris assez soin des enfants dans le divorce. C'est pas tant le divorce en soi qui pose problème, c'est de quelle façon on prend soin. Quand je vois un couple, là, je pense à un couple qui est en train de se séparer, avec un enfant, une petite fille de 18 mois et un garçon de 3 ans. Et on voit qu'ils organisent très bien la garde des enfants, les logements. Il n'y a aucune prise en charge émotionnelle, psy de ces enfants-là, à se dire, bah, ces enfants, en fait, ils vont suivre, on met en œuvre ce qui va aller. Mais oui, mais ça veut dire que pour ces enfants-là, ben, il n'y a plus de papa et de maman ensemble. C'est quand même pas rien pour se construire dans ce monde-là. Alors, on dirait, il y en a toujours eu, hein, des mères qui ont élevé seuls leurs enfants, des parents, des pères de leur côté, mais ça devient quelque chose de grande ampleur. Et c'est peut-être ça qui touche à la santé mentale des individus. Sophie, alors il n'y a pas vraiment de transition pour arriver à cette deuxième partie, mais on va voir ensemble qu'il est là aussi question beaucoup de relations et aussi de l'intériorité. Je le disais au début, Sophie Peeters, vous êtes l'auteur du Plaisir d'être soi, un ouvrage qui se présente comme un petit traité de navigation intérieure. Vous proposez votre réflexion et toute une série d'éléments très concrets afin d'aider vos lecteurs à parvenir à une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Être soi, est-ce que c'est la clé du bonheur, Sophie Peeters? Je souris sur la clé du bonheur parce que sans doute il y a certains malentendus à penser que la vie c'est fait pour être heureux et qu'on doit à tout prix être heureux. Mais je pense qu'être soi, c'est la clé de notre sentiment de vivre, en fait, de notre sentiment d'exister. Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment d'une vie pleine, d'exister pleinement et de se sentir vivant? C'est ce sentiment d'être vraiment soi. Alors, c'est tout un programme, mais pour faire le lien avec ce qu'on se disait précédemment, moi j'ai le sentiment que quand la grande histoire va mal, et la grande histoire va mal aujourd'hui, je n'ai même pas cité tout à l'heure la guerre en Ukraine, sur aussi les angoisses des jeunes, mais aussi de la population générale. Quand la grande histoire va mal, il me semble essentiel de s'intéresser à notre petite histoire, parce que c'est là où on redevient puissant. C'est là où on se remet dans l'action. C'est quoi notre petite histoire? C'est pas notre petit nombril, notre petite histoire. C'est notre place dans la société. Et tout ça, ce sont des grandes questions qu'on a adressées d'autant plus dans la société d'aujourd'hui qu'on n'a plus de repères et qu'il n'y a plus la religion ou des cadres qui avant, oui, nous dictaient un peu la vie qu'on aurait. Aujourd'hui, on est très libre, mais qui dit être libre dit être très responsable. Donc, la clé, elle est là, elle est dans cette responsabilité qui mène à la liberté. La responsabilité, c'est j'apporte une réponse à ce que je suis en train de vivre, à ce que j'ai construit, à une épreuve, à ce qui m'arrive. Et donc, dans quelle intention je suis? J'ai le sentiment qu'elle est bien, en tout cas, à traverser nos épreuves, parce que finalement, elle est bien, c'est naviguer dans la vie. J'aime bien cette métaphore du marin, et sur la couverture de mon livre, il y a à dessin un petit voilier. Bon, d'abord, parce que j'ai grandi quasiment sur un bateau, mais c'est surtout parce que le marin, il n'a pas le choix. Enfin, je veux dire que quand le vent se lève et que la mer est déchaînée, voilà, il doit naviguer en fait. Et nous, on est pareil en fait. Nous, quand l'épreuve arrive, on peut pas, on est sur notre bateau au milieu de l'Atlantique et on peut pas dire ah bah je m'en vais, je fais demi-tour. Voilà, il y en a qui rentrent dans leur bateau et puis qui essayent d'attendre que ça passe.
Ceux-là, en général, se portent assez mal, hein. Ils vont pas très bien. Et puis, il y a ceux qui disent, bah, en fait, oui, je vais l'affronter, cette tempête-là. On va la traverser, quoi. Et je pense que le aller bien, il est là, il est apprendre à traverser ces tempêtes. Et c'est ça, pour moi, la navigation intérieure. Et il faut une certaine volonté, il faut même du courage, dites-vous, pour affronter les tempêtes et surtout venir en soi, identifier sa boussole. Oui, vous savez, dans le Cid, quand le père demande à Rodrigue, as-tu du cœur? Le Cid de Corneille, hein, on l'a un peu tous étudié à l'école, et puis il y a le père demande à Rodrigue, au moment où il va devoir affronter Émile, il dit Rodrigue, as-tu du cœur? Et il répond qui donc autre que mon père n'en est pour vrai sur l'or, mais surtout, qu'est-ce que répond Rodrigue? Enfin, et qu'est-ce que dit le père? C'est as-tu du courage, en fait? La racine du mot courage, c'est le mot cœur. Et dans le courage, on met à l'épreuve notre cœur, on s'engage tout entier. Donc oui, bien sûr, il y a un courage dans la vie à exercer. Et peut-être c'est ça qu'on n'apprend pas assez aux enfants et aux jeunes. Et là-dessus, on les a peut-être pas assez éduqués. Vous voyez, la mer, c'est une école de courage, en fait. Apprendre à naviguer, c'est une école de courage. Et peut-être qu'on les a rendus trop démunis dans la vie, tous ces jeunes qui vont mal aujourd'hui. On n'a pas pensé à être là pour eux, à leur apprendre ce que c'était que d'être courageux, valeureux. On leur a adouci la vie en oubliant de leur dire que la vie, bah, c'était difficile, quoi. Et c'est Rainer Maria Rilke qui le dit dans Lettre à un jeune poète. Il dit la vie, elle est difficile. Au jeune Capu à qui il écrit. Donc oui, c'est ce courage-là, il est à exercer tout le temps. Et vous savez, je crois que c'est Beckett qui disait que le courage, c'est de ne pas se décourager, c'est toujours à recommencer en fait. Hein. C'est l'art de ne pas se décourager finalement, d'être courageux, parce qu'on a plein de matières pour se décourager. Est-ce que le plaisir d'être soi, ça peut être aussi une autre définition de ce qu'on entend dire souvent à propos de la vulnérabilité, c'est-à-dire d'accepter qu'on ne peut pas tout le temps, mais qu'on a quand même des ressources. Ah oui, bravo. Oui, c'est tout à fait ça. Je crois vraiment que le plaisir d'être soi, c'est de se reconnaître comme vulnérable, comme mortel en fait. Hein. Euh, c'est vraiment reconnaître ses limites. Hein. Au fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est connaître tes limites, connaître ta vulnérabilité, en fait, dit Socrate. Et sans doute que le plaisir qu'on a à être soi-même, c'est-à-dire quand je dis le plaisir, c'est d'être, je sais pas ce qui me vient, c'est à l'aise en fait, tranquille avec soi, en paix avec soi, avoir le plaisir d'être cette personne-là qui est celle-là et qui, oui, éprouve des difficultés à certains endroits, à certains moments, qui est pas à l'aise dans telle circonstance, pour laquelle qui a vécu telle et telle épreuve douloureusement. Voilà, c'est tout ça. Et je crois que le discours d'une société de performance, et c'est ça que dénoncent les jeunes, hein, je pense qu'ils démissionnent des entreprises et tout ça, c'est qu'il y a eu on est allé trop loin dans la performance, mais même regarder donc qu'est-ce qu'on doit manger, comment on doit se comporter. Enfin, c'est comme si on nous disait tout le temps qui on devait être. C'est épouvantable. Ça veut dire que si on n'est pas tout ça, alors on est nul. Mais moi, le nombre de personnes et que j'ai entendu me dire, mais est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis normale? Et c'est terrible d'entendre ça comme si parce que je correspond pas à ce que je devrais être. Et aujourd'hui, dans le fait que les jeunes soient perdus, ils sont vraiment très perdus à cet endroit-là, entre qui je dois être et qui je suis vraiment. Et il y a une espèce de confusion, parce que le qui je dois être, bah, il y a Instagram, il y a la vie que je dois avoir, il y a cette jeune fille qui me disait hier que elle a un type, voilà, son copain, il est formidable sur le papier, mais elle pleure tout le temps en fait avec lui et elle est hyper malheureuse. Mais par contre, il est très très bien sur le papier, voilà. Et ça veut rien dire en fait. Ce qu'elle vit, c'est juste horrible. Ce qu'il lui fait vivre d'ailleurs est juste horrible. Donc c'est cette nuance-là. On a une nuance. On a retrouvé. Peut-être aussi que là, ce plaisir d'être soi, elle est bien, ce que vous disiez à l'instant. C'est retrouver l'art de la nuance, l'art de penser. Il y a plein d'arts. Voilà, on a devenir artiste de plein de domaines qu'on a laissés en jachère, qui est penser et se penser, penser la vie, on pense plus. On est des êtres de pensée, hein. Par rapport à notre grande différence avec les animaux, nous on pense. Alors pensons parce que ça nous fait un bien fou de penser, c'est l'action de notre cerveau. Sinon on rumine et on fait de la méditation pour ne plus ruminer. Mais en fait, ce qui compte, c'est de penser et de se penser dans sa vie. Voilà, donc l'art de penser.
L'art de la nuance, parce que remettre de la nuance un petit peu partout, et ça demande un courage aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, de mettre de la nuance, de dire, bah non, là, j'adhère pas, et là, je suis un peu plus singulier. Ce courage-là. Et puis, vous avez parlé de la volonté tout à l'heure. Alors, pas la volonté du passage en force, mais la volonté du vouloir bien. Je veux bien. La volonté, c'est-à-dire dans quoi et comment j'inscris mon énergie et tout mon être. Dans quoi je m'investis. Là est notre volonté. Alors, le temps passe à toute allure. Oui. Alors, Et je suis évidemment, très bavarde. non, non, mais c'est un plaisir. Je renvoie naturellement les auditeurs à votre livre. Vous détaillez ça avec aussi beaucoup d'exemples, des témoignages. Vous convoquez aussi la littérature, les auteurs pour expliquer. Puis il y a évidemment votre réflexion, c'est aux éditions J'ai lu du plaisir d'être soi. On arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, à la fin de chaque épisode de Ces voix qu'il faut entendre, je demande à mon invité de partager avec nous une voix qu'il nous conseille d'écouter, une voix qui l'inspire et qui peut nous faire réfléchir. Sophie Peters, quelle voix nous proposez-vous d'entendre ? Alors, c'est une question difficile parce que j'ai une forme de curiosité qui avoisine une forme de gourmandise. Et c'est un peu comme si vous me demandiez de choisir entre plein de plats que j'adore et que j'avais une carte au restaurant et que j'étais incapable de choisir parce que j'avais envie de tout à la fois. Mais la question étant ce qu'elle est, je vais en choisir une. Alors, j'ai sous les yeux, pendant que je vous parle, plein d'ouvrages. Peut-être qu'une voix que j'aimerais, peut-être qu'on entende plus et peut-être qu'on connaît moins, c'est celle d'Abenour Bidar, qui est docteur en philosophie, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment le plaidoyer pour la fraternité et surtout les tisserands. Et, euh, et ce livre, Les Tisserands, c'est sur le lien, en fait. C'est tous ceux qui, d'après lui, œuvrent à réparer la pièce du grand tissu déchiré du monde humain. Et donc, fractures sociales, conflits religieux, guerre économique, divorce entre l'homme et la nature. Euh, et voilà, je pense que c'est ça dont on a besoin d'entendre, ces voix-là, ces voix qui nous redisent encore et encore l'importance du lien et combien les tisserands, voilà, ceux qui ont décidé d'agir chacun à son niveau, qu'on peut tous être des tisserands du monde et finalement dans une humanité ou un monde très empêché, parce que évidemment, quand on dit bah, qu'est-ce qu'on fait pour le climat, qu'est-ce qu'on fait en politique, on se sent écrasé. Hein, je parlais tout à l'heure de ce sentiment d'impuissance. Là où on n'est jamais impuissant, je trouve, humainement, c'est dans le fait de tisser des liens. Et ça, je ne parle pas des réseaux sociaux, on est bien d'accord, mais je le précise quand même, qui est quelque chose d'extrêmement modeste, en fait, dans la fraternité, la coopération, le fait de dire oui, bienvenue à l'autre, dans l'accueil. Je crois que là, il y a une richesse formidable et qui peut nous sauver de bien des détresses. Hein. La dépression, c'est quand l'être humain s'isole. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être tout le temps entouré chez nous physiquement, mais se sentir en lien avec d'autres. On peut tout à fait vivre seul, mais c'est ce sentiment d'être en lien qui nous manque quelquefois quand on se sent seul. Et dans le confinement, il y a eu beaucoup d'aides qui bah, c'est un peu comme si seul au monde, quoi. Ça, c'est affreux, ce sentiment-là. Alors que quand on sait que quelqu'un pense à nous, qu'on peut appeler un tel, qu'on peut passer un petit coup de fil, voir un tel, qu'on peut prendre des nouvelles, qu'on peut participer à une œuvre collective commune, donner un coup de main à un voisin, voilà. Tout ça, on est des tisserands dans ces cas-là. Et puis après, évidemment, on peut aller plus loin dans des métiers de lien, mais non, on n'est pas, voilà, on n'est pas obligé d'aller là. Mais ce que dit Abenour Bidar, c'est relier les relieurs en fait, pour qu'il y ait de plus en plus des ralliements et de l'union. Et je crois qu'on a besoin, à un moment donné, où le monde se délite, où le populisme vraiment nous divise, voilà, nous sentir reliés.
Merci Sophie Peters sur cette inspiration, sur cette recommandation que l'émission se termine. Merci d'être passé dans ces voix qu'il faut entendre. Je rappelle qu'on peut vous lire donc chez J'ai lu en se procurant votre ouvrage Du plaisir d'être soi. On peut aussi vous lire de deux autres manières. Vous avez un lien avec vos lecteurs dans Version Femina, l'hebdomadaire dans lequel vous répondez aux questions psycho des lectrices. Et enfin, on vous retrouve aussi dans le magazine Lire, dans lequel vous proposez la chronique bibliothérapie. Absolument. Merci Simon Icard. Et finalement, je pensais à vous en parlant des tisserands, parce que vous aussi, voilà, avec votre podcast et ces voix qu'il faut entendre, vous créez du lien, vous tissez des liens. Donc, je crois que c'est ça dont on a besoin, de s'entendre aussi et de s'écouter. On termine par l'écoute. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.